J'ai appris à mesurer l'amour en chiffres ordinaires. Liste de courses, factures EDF, pièces oubliées au fond du panier à linge. Les chiffres ne fléchissaient pas sous la pression. Ils ne mentaient pas pour avoir la sainte paix. C'est peut-être pour ça que je leur ai fait confiance quand, ce jeudi soir-là, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai ouvert notre feuille de budget. Sophie dormait depuis 1 heure, notre fils Léo ronflait doucement dans sa chambre, et j'allais juste vérifier si nous aurions assez pour des vacances à la mer. C'est là que j'ai vu le trou. Pas énorme. Mais il était là, comme une respiration retenue trop longtemps. Quelque chose qui veut être vu mais qui a encore peur. Un trou de 400 €, qui ne correspondait à aucune de nos dépenses. J'ai glissé le doigt sur le touchpad, cliquant ligne après ligne. Virement automatique. Tous les mois, depuis 6 mois. Toujours le 10. Toujours le même montant. Je me suis souvenu du nom du fichier immédiatement. Fonds éducatifs Léo Durand. L'avenir de notre fils. Un beau nom, non? Plein de promesses, de tendresse, de responsabilité. Sophie avait mentionné ce fonds quelques mois plus tôt au dîner. Elle disait vouloir commencer à épargner pour Léo, pour ses études, son premier appartement, son départ dans la vie. J'avais hoché la tête, car l'idée était bonne. Sage, parental. J'ai ouvert le document. Le premier choc fut silencieux. Tu sais, ce moment où ton cœur s'emballe, mais ton corps ne sait pas encore s'il doit fuir ou rester? Sous l'entête titulaire du compte, il n'y avait pas mon nom, ni mon numéro de sécu, juste un champ vide comme si on avait oublié de m'inscrire, comme si je n'existais pas dans cette histoire d'avenir pour notre enfant. Le deuxième choc fut plus bruyant, même si aucun son n'est sorti de ma gorge. Sous la mention « Personne autorisée », il y avait un nom que j'ai reconnu instantanément. Martin Dubois, le type de la salle de sport. Je me souvenais de son badge. Sophie m'avait montré une photo un jour. Un selfie ensemble après l'entraînement. Sourire, sueur sur le front. Ma nouvelle coach personnelle. Je l'avais corrigé. Ton nouveau coach personnel, Sophie, c'est un homme. Elle avait ri, m'avait embrassé sur la joue en disant que j'étais son grammairien préféré. Maintenant, le nom de cet homme se tenait à côté de l'avenir de mon fils comme un propriétaire, un gardien, comme quelqu'un qui en a le droit. Adresse de correspondance. 47 rue du Commerce, Paris. Un appartement que je connaissais, car j'y étais allé une fois chercher un colis pour Sophie. Soi-disant, Martin avait reçu son paquet par erreur. J'avais monté les escaliers, frappé, il avait ouvert en débardeur, m'avait souri, tendu le carton. « Merci d'être passé », avait-il dit. « Pas de problème », avais-je répondu. Assis devant l'écran, je fixais cette adresse qui dessinait un carré sur la carte de Paris et clouait ma confiance comme un papillon mort sur un carton. Les chiffres ne mentaient pas. Jamais. Ils se contentent de montrer, puis ils attendent que l'humain comprenne. Je me suis levé du bureau. Mes jambes étaient étrangement légères, comme si je marchais sur de la glace. Je suis allé dans la salle de bain, me suis versé un verre d'eau, l'ai bu à petites gorgées. J'ai vu mon visage dans le miroir. Lèvres pâles, front plissé, le regard de quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic. J'ai posé le verre, je suis retourné à l'ordinateur et j'ai commencé à agir. J'ai copié le document. J'ai fait des captures d'écran. J'ai vérifié l'historique des virements bancaires. Je me suis connecté au compte de Sophie. Je connaissais le mot de passe. Nous n'avions jamais eu de secret, n'est-ce pas? Et j'ai tout trouvé. Confirmation de transaction, mail de la banque, ordre de virement permanent, 12 mois en arrière, régulier comme un battement de cœur. Chaque 10 du mois, 400 € quittaient à notre compte joint pour atterrir sur le compte dont le titulaire était Martin Dubois. 400 € que Sophie disait mettre de côté pour l'avenir de Léo. Elle ne mentait pas tout à fait. C'était pour l'avenir, mais je ne sais pas lequel. Peut-être leur avenir commun. Peut-être pour l'appartement qu'ils louaient. Peut-être pour la vie qu'ils construisaient en quelque part à côté de notre mariage. Silencieusement, méthodiquement. Je n'ai pas pleuré. Ça aurait été trop simple. À la place, j'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans mon ventre, comme une pile de dossiers bien rangés. C'était quelque chose qui savait attendre, quelque chose de patient. J'ai créé un nouveau dossier sur le bureau. Je l'ai nommé « Juin 2025 », un mois qui n'était pas encore arrivé mais qui était déjà planifié. J'y ai tout mis, documents, capture d'écran, historique des virements, mail. J'ai fermé l'ordinateur.
Je suis allé dans la chambre. Je me suis couché à côté de Sophie qui dormait paisiblement, respirant calmement, la main sous la joue. J'ai regardé le plafond et j'ai promis à notre fils que son père traverserait ça comme un chirurgien, avec précision, proprement, sans un cri. Que je laisserais tout ce qui était pourri dans un plateau désigné. Je me suis promis de ne pas crier, car la colère est une piètre artisane. Que j'utiliserais les chiffres, car les chiffres ne mollissent pas. Le lendemain, j'ai commencé à rassembler les preuves. Méthodiquement, patiemment, comme quelqu'un qui construit quelque chose devant résister à toutes les tempêtes. Si cette histoire te plaît, abonne-toi, laisse un pouce bleu et écris en commentaire ce que tu ferais à la place de cet homme. Mes mains bougeaient comme celles d'un fonctionnaire. Elles cliquaient, copiaient, archivaient. Mais ma cage thoracique fonctionnait comme une sirène d'alarme. Fort, vite, sans arrêt. J'ai appris à les séparer. Le corps qui ressent et le corps qui agit. Le premier hurlait. Le second prenait des notes. J'ai commencé par les mails. Sophie avait l'habitude de laisser sa boîte mail ouverte sur l'iPad familial, celui qu'on utilisait pour les recettes de cuisine et les achats en ligne. Je n'avais jamais eu de raison d'y jeter un œil avant. Maintenant, j'en avais une. Le dossier « Finances » contenait tout. Confirmation de virement de la banque, notifications automatiques d'exécution d'ordre permanent, correspondance avec une société de conseil financier. J'ai ouvert le premier message. Date, 15 mois plus tôt. Objet, confirmation d'ouverture du fonds éducatif. Document à signer. J'ai lu lentement, 2 fois, puis une 3e pour être sûr. Sophie avait créé ce fonds avec Martin. Ils avaient tous les deux signé le contrat en tant que co-tuteur du compte au bénéfice du mineur Léo Durand. Il y avait même une pièce jointe, le scan du contrat, soigneusement rempli, leur signature côte à côte, la date de l'acte notarié. Un notaire du boulevard Saint-Germain. Je me souvenais de ce boulevard. Sophie y était allée un jour, régler des papiers pour le travail. Elle était rentrée le soir, contente, disant que tout s'était bien passé. J'ai copié le mail. J'ai fait une capture d'écran de la pièce jointe. J'ai tout sauvegardé dans le dossier juin 2025. Puis je suis passé au message suivant. Confirmation de versement, mois 1, 400 €. Confirmation de versement, mois 2, 400 €. Confirmation de versement, mois 3, 400 €. 12 messages, 12 mois, tous identiques. La régularité de quelqu'un qui croit faire quelque chose de bien, ou de quelqu'un qui a simplement cessé de s'inquiéter que quelqu'un puisse le remarquer. Et puis j'ai trouvé autre chose. Un mail de Martin. Sans objet, court, envoyé à 2 heures du matin. Chérie, le virement est arrivé. Tout est là. Ça fait presque 4000 €. On va bientôt pouvoir penser à cet appartement dont on parlait. Pour nous et pour le petit. Bise, M. J'ai lu 3 fois, puis 4. À la 5e, mes mains se sont mises à trembler, alors j'ai posé l'iPad sur la table et je me suis levé. Je suis sorti sur le balcon. C'était mars, il faisait encore froid, le vent soufflait fort, mais j'avais besoin d'air. J'avais besoin de quelque chose qui n'ait pas l'odeur de notre appartement. Pour nous et pour le petit. Le petit, mon fils. Léo, qui avait 4 ans, qui construisait des tours en cubes et me demandait pourquoi le ciel est bleu. Que je couchais tous les soirs en chantant au clair de la lune. À qui j'apprenais à faire du vélo en tenant la selle jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur. Le petit, comme si Martin était aussi son père. Comme si le petit avait 2 papas, un vrai et un meilleur, celui qui recevait 400 € par mois et planifiait un appartement commun avec la mère de Léo. Je suis rentré. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai fait une capture d'écran de ce mail. Je l'ai sauvegardé. J'ai continué. Au cours des semaines suivantes, j'ai extrait de ce chaos numérique quelque chose qui commençait à ressembler à une structure. Le calendrier des paiements. Il s'est avéré être incroyablement régulier, plus régulier que nos factures communes. L'acte notarié, signé en plein jour au centre de Paris par ma femme et son coach personnel. Leur correspondance par mail, pleine de petits noms, de plans, de promesses, d'avenir. J'ai imprimé les documents clés. Pas tous, juste les plus importants. Je les ai mis dans une pochette plastique transparente et je les ai cachés dans l'armoire, derrière nos vieux albums de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Les soirs, quand Sophie couchait Léo, je m'asseyais dans la cuisine avec l'ordinateur et je mémorisais les détails. Pas pour me torturer, même si c'était le cas aussi, mais pour être certain.
pour que chaque date, chaque montant, chaque nom soit planté dans ma tête comme un clou au bon endroit. Pour que, le moment venu, je n'ai pas besoin de vérifier mes notes. Pour que je puisse parler de mémoire, calmement, sans émotion, comme quelqu'un qui connaît les faits si bien qu'on ne peut pas les remettre en question. J'ai renoncé à la colère. La colère est un mauvais outil. Elle fait beaucoup de bruit, mais elle abîme le matériau. J'ai choisi la précision à la place. J'ai décrit chaque document par date et contenu. J'ai numéroté chaque transaction. J'ai assigné chaque message à une chronologie. Je construisais quelque chose qui ne pouvait pas s'effondrer. Pendant ces semaines, Sophie n'a rien remarqué. Ou du moins, c'est ce qu'il me semblait. Elle m'embrassait le matin, me demandait comment s'était passée ma journée au travail, riait de mes blagues au dîner. Léo jouait avec ses petites voitures, et nous prétendions être une famille qui ne se fissurait pas de partout. Sauf que moi, je savais. Et j'attendais. J'attendais d'avoir tout. Chaque détail, chaque preuve, chaque pièce du puzzle qui rendrait la vérité si claire que même le plus beau des mensonges ne pourrait lui faire de l'ombre. Je me suis fait une promesse. Quand je le ferais enfin, personne ne pourrait dire que j'avais exagéré, que j'étais injuste, que j'avais agi avec précipitation. Ils ne pourraient que regarder les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Jamais. La nuit, quand Sophie dormait à côté de moi, je restais éveillé à écouter sa respiration. Je me demandais depuis quand tout ça durait vraiment. Depuis quand notre mariage n'était plus qu'un décor derrière lequel se jouait une toute autre histoire. Mais les questions pouvaient attendre. Pour l'instant, il y avait les preuves. Et elles suffisaient. Laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et dis-moi si des preuves numériques suffisent dans une telle affaire. Paris faisait ce qu'il fait toujours en mars. Il se montrait indifférent. Les tramways crissaient sur les rails, comme s'ils se fichaient de leur destination. La lumière flottait dans l'air, fine et fatiguée. Les magasins reflétaient les passants dans leurs vitrines comme dans des miroirs à qui personne ne demande leur avis. Je marchais dans les rues, comme quelqu'un qui vérifie des documents. Je mesurais les distances, notais les noms des intersections, comptais les arrêts. Rue du Commerce, 47, 5 arrêts de chez nous, 5 putains d'arrêts. J'aurais pu y aller à pied en 20 minutes, si j'avais voulu. Si j'avais été ce type qui passe chez sa maîtresse après le travail, puis rentre chez sa femme avec un sourire et une histoire sur les bouchons du périph'. L'immeuble était ancien, mais pas négligé. Le crépi était frais. La porte d'entrée avait un interphone qui semblait fonctionner. Ce n'était pas une barre d'immeuble, mais un vieil immeuble haussmannien, rénové, avec de hautes fenêtres et des balcons en fer forgé. Joli. Le genre d'endroit où on peut s'imaginer une vie. Je me suis planté devant l'entrée et j'ai attendu que quelque chose craque en moi. La rage, la douleur, au moins des larmes, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Il n'y avait que cette sensation froide et lourde que je portais en moi depuis des semaines. Comme une pierre dans la poche qui refuse de tomber. Je suis entré dans le hall en même temps qu'une vieille dame qui portait un filet de provisions. Elle m'a fait un signe de tête, je lui ai rendu. Elle n'a pas demandé ce que je venais faire. Les gens à Paris ne posent pas de questions. C'est l'un de leurs meilleurs côtés. À l'intérieur, ça sentait la peinture fraîche et le café. Quelqu'un cuisinait à l'étage. Je sentais les oignons frits et la viande. Les escaliers étaient étroits, la rampe en bois poli par des années de main. Au premier étage, il y avait un vélo, pneus fins, cadre couvert de poussière, comme s'il attendait le printemps. Sur le tableau des noms, j'ai trouvé ce que je cherchais. Appartement 12, premier étage. Dubois, monsieur Martin Dubois. Coach personnel. Le type qui m'avait souri quand j'étais venu chercher le colis de Sophie. Le type qui planifiait un appartement commun pour lui, ma femme et mon fils. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du tableau, puis de la porte, marron, neuve, avec le numéro 12 en chiffres de laiton. Puis du couloir, de la lumière entrant par la fenêtre, de cet escalier avec le vélo. Je n'ai pas frappé. Pourquoi faire? Qu'est-ce que j'aurais dit? Bonjour. Je viens voir à quoi ressemble l'endroit où ma femme envoie 400 € par mois. Au lieu de ça, je suis juste resté là. J'ai regardé cette porte et je me suis laissé envahir par toute l'absurdité de la situation. Ma femme construisait une deuxième famille ici. Peut-être pas littéralement, peut-être pas à plein temps, mais elle construisait quelque chose. Quelque chose qui avait un avenir, des plans, un calendrier de paiement régulier. Et je le savais. Et elle ne savait pas que je savais. C'était une sensation étrange. Comme si je tenais quelque chose dans ma main et que j'attendais le bon moment pour le montrer. Comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre.
plus froid, plus patient. Quelqu'un capable de mettre sa douleur de côté pour faire ce qui devait être fait. J'ai pris une autre photo, la fenêtre donnant sur la cour, à travers laquelle on voyait un bout de ciel et les cheminées des immeubles voisins. Puis, je suis sorti. Dehors, j'ai de nouveau senti le vent. Il était vif, ce vent de mars qui s'engouffre sous les vestes sans demander la permission. Je me suis arrêté à l'arrêt de tram et j'ai attendu, en regardant l'immeuble de l'autre côté. Paris faisait son travail. Les gens allaient au boulot, revenaient des courses, parlaient au téléphone, riaient, se disputaient. La vie suivait son cours, comme si de rien n'était. Parce que pour la ville, il ne s'était rien passé. Pour la ville, ce n'était qu'un immeuble de plus. Un autre bâtiment plein d'histoires d'autrui que personne ne veut connaître. Mais pour moi, cet immeuble était une preuve. Concrète, tangible, photographiée. Pas un fichier numérique qu'on peut supprimer. Pas un mail qu'on peut expliquer par un malentendu. Mais un lieu, une adresse. 4 murs dans lesquels ma femme voyait un avenir. Le tram est arrivé dans un crissement. Je suis monté, je me suis assis près de la fenêtre, j'ai posé le dossier de documents sur mes genoux. Je rentrais chez moi, le nôtre, celui où nous étions encore une famille, du moins officiellement. Je regardais les rues défiler par la fenêtre et je pensais à quel point il est facile de vivre à 2 endroits en même temps. Comme il est facile de sourire à son mari au petit déjeuner, de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, puis d'envoyer de l'argent à un type avec qui tu prévois un appartement pour nous et le petit. Comme il est facile de faire semblant, et comme il est difficile d'arrêter de faire semblant quand quelqu'un finit par s'en apercevoir. Je suis descendu à mon arrêt, j'ai traversé la rue, je suis entré dans notre immeuble. Dans l'ascenseur, j'ai croisé la voisine du dessus. Elle m'a dit bonjour, m'a demandé comment j'allais. Bien, ai-je dit. Tout va bien. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Sophie s'affairait dans la cuisine. Elle préparait quelque chose. La radio jouait doucement en fond. Léo était assis sur le tapis et construisait quelque chose avec des cubes. Il a levé la tête, a souri. « Papa est rentré ?» s'est-il écrié. « Oui, mon trésor. » ai-je répondu. « Papa est rentré. » J'ai posé le dossier sur l'étagère de l'entrée, entre des livres que personne ne lit. Je suis entré dans la cuisine. J'ai embrassé Sophie sur la joue. Elle était chaude, sentait le parfum et les épices. « Ta journée ?» a-t-elle demandé. « Normal, ai-je dit. J'étais en ville. J'avais des choses à régler. Contente que tu sois là, a-t-elle souri. Le dîner est bientôt prêt. Je me suis assis à table et je l'ai regardé couper les légumes, remuer la casserole, chantonner cette chanson qu'elle fredonne toujours en cuisinant. Tout semblait normal. Tout était à sa place. Sauf que je savais ce qu'il y avait en dessous. Et je savais que bientôt tout le monde le verrait. La ville était mon témoin. Les photos étaient mes preuves. Et j'étais prêt. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, et dis-moi si tu serais allé vérifier un tel endroit personnellement. Le plan est né un dimanche quand Sophie a emmené Léo au zoo et que je suis resté seul à l'appartement. J'étais assis à la table de la cuisine avec un café et un carnet vide. Je pensais à la façon dont les couples se séparent habituellement. Une dispute au dîner, une accusation lancée, des pleurs, des cris, une porte qui claque, un chaos émotionnel qui permet à l'autre de se défendre, de manipuler, de tout tourner en blague ou en malentendu. Je ne voulais pas de chaos. Je voulais de la clarté. J'ai commencé à écrire. D'abord, la liste des personnes qui devaient être présentes. Pas tout Paris, pas tous nos amis, seulement ceux qui comptaient. La sœur de Sophie, Claire, elle avait toujours dit que nous étions un couple idéal, qu'elle savait à quel point nous gérions bien nos finances. Nos amis les plus proches, Thomas et Manon, nos témoins de mariage, ceux avec qui nous passions le nouvel an et les anniversaires de Léo. 2 collègues du travail qui s'y connaissaient en paperasse et en comptabilité, et un notaire. Le notaire était la clé. Sans lui, cela aurait pu ressembler à une mise en scène, à l'invention d'un mari jaloux. Mais avec lui, ce seraient des faits confirmés par un sceau officiel. J'ai appelé le centre social de Belleville. J'ai demandé pour louer une salle un samedi après-midi. La dame de l'accueil m'a dit qu'ils avaient une petite salle de réunion de libre, 30 mètres carrés, table, chaises, un projecteur si besoin. « C'est pourquoi, monsieur ?» a-t-elle demandé. « Une réunion de famille sur les finances, » ai-je répondu. « Planifier l'avenir d'un enfant. »« Ah, c'est très bien, » a-t-elle soupiré. « Ce sera 80 € pour 4 heures. »
Je prends, ai-je dit. J'ai réservé la salle pour le 3e samedi d'avril. Dans un mois. Assez proche pour ne pas devenir fou à attendre. Assez loin pour tout préparer à la perfection. Puis ce fut le tour des invitations. Je ne pouvais pas les envoyer par SMS ou par mail. Trop informel, trop facile à ignorer. J'ai acheté d'élégantes cartes couleur crème à la papeterie. J'ai écrit sur chacune à la main soigneusement, avec un stylo dont l'encre ne bavait pas. Je t'invite à une réunion concernant la planification financière de la famille Durand. Nous discuterons du fonds éducatif de Léo et de l'avenir de notre famille. Ta présence est très importante pour moi. Samedi 19 avril, 15 heures, Centre social de Belleville, salle de réunion. Sincèrement, Pierre. Je les ai envoyés par la poste. Chacun a reçu la sienne. Sophie aussi. Quand l'enveloppe est arrivée dans notre boîte, elle l'a ouverte au petit déjeuner. Elle a lu une fois, puis deux. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé avec un sourire. Mais sa voix était incertaine. « Je veux qu'on parle de l'avenir de Léo », ai-je dit calmement. « Du fonds éducatif. Je pense que c'est bien que la famille et les amis sachent comment nous planifions son avenir. Mais pourquoi autant de monde ? Parce que c'est important, ai-je répondu. Parce que je veux que tout le monde sache à quel point nous prenons soin de notre fils. Elle m'a regardé étrangement, mais n'a rien dit de plus. Elle a rangé l'invitation dans son sac. J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer l'exposition. Car c'est ce que ça allait être. Une exposition. Le musée de la vérité. J'ai acheté 3 grands panneaux de présentation blancs dans un magasin d'art plastique. Sur le premier, j'ai créé une chronologie. De haut en bas, de janvier de l'année dernière à mars de cette année. Pour chaque mois, la date, le montant du virement, le numéro de compte destinataire. Tout imprimé en couleur, lisible, indiscutable. À côté de chaque date, des miniatures des confirmations bancaires, petites mais nettes. Sur le 2e panneau, les documents. L'acte notarié de création du fonds. Un agrandissement de l'extrait avec les noms. Sophie Durand et Martin Dubois, comme co-tuteurs. Les scans des mails. L'extrait de la correspondance où Martin écrit « Pour nous et pour le petit ». Tout soigneusement découpé, collé, légendé. Aucun commentaire superflu, juste les faits. Sur le 3e panneau, la carte. J'ai imprimé un plan de Paris avec 3 points marqués. Notre maison à Saint-Mandé, la salle de sport dans le 15e où Sophie et Martin se sont rencontrés, et l'appartement au 47 rue du Commerce. J'ai relié ces lieux avec un fil rouge, littéralement, fixé avec des punaises. Sous chaque point, une courte description. Maison familiale. Lieu de la première rencontre. Adresse de correspondance du titulaire du fonds. Je faisais ça le soir, quand Sophie couchait Léo. Je lui expliquais que je travaillais sur une présentation pour le boulot. Elle me croyait. Pourquoi ne m'aurait-elle pas cru? J'ai aussi préparé une lettre. Ni longue, ni pathétique. Juste claire. Chers amis, chère famille, je vous ai invités ici car je crois en la transparence. Au cours des 15 derniers mois, des virements réguliers ont été effectués depuis notre compte joint familial vers un fonds éducatif pour notre fils Léo. Cependant, ce fonds n'a pas été créé par moi et je n'en suis pas le tuteur. Le tuteur est Martin Dubois, une personne extérieure à notre mariage. Tout ce que vous verrez sur ces panneaux est la vérité, confirmée par des documents bancaires et notariés. Je ne demande pas votre pitié, je vous demande seulement de savoir, d'être témoin. Parce que la vérité mérite des témoins. 150 mots. Assez court pour ne pas ennuyer. Assez fort pour ne laisser aucun doute. Une semaine avant la réunion, j'ai pris rendez-vous avec le notaire. Un homme âgé, chauve, à lunettes. Nous nous sommes vus à son étude. Je lui ai montré les documents. « Je comprends votre situation », a-t-il dit après un moment. « Voulez-vous annuler cet acte ?»« Non », ai-je répondu. « Je veux que vous soyez présent et que vous confirmiez que ces documents sont vrais, que les signatures sont authentiques. Et je veux préparer un nouvel acte, le transfert du fonds à mon nom exclusif, excluant tout autre tuteur. »« C'est possible », a-t-il hoché la tête. « Nous préparerons un projet. Votre femme devra-t-elle le signer ? Si elle refuse, le fonds sera dissous et l'argent retournera sur mon compte, ai-je dit. Quoi qu'il en soit, ce fonds ne servira plus à quelqu'un d'autre qu'à mon fils. Le notaire m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je rencontre rarement quelqu'un d'aussi méthodique dans de telles situations. L'ordre est la seule chose qu'il me reste, ai-je répondu. La veille de la réunion, j'ai dormi 3 heures.
Je suis resté dans le noir à penser à ce qui allait se passer. À quoi ressemblerait son visage quand elle verrait les panneaux? Comment sa sœur réagirait? Est-ce que Thomas et Manon prendraient mon parti, ou essaieraient-ils de jouer les médiateurs? Mais je pensais surtout à Léo. Au fait qu'un jour il grandirait et demanderait pourquoi ses parents s'étaient séparés. Et alors je lui montrerais ces mêmes documents. Et je dirais, ce n'est pas parce que maman a fait quelque chose de mal. C'est parce que papa a dû protéger ce qui comptait le plus, toi. Le matin, je me suis levé, j'ai mis un costume, sombre sans cravate. Sophie m'a regardé, surprise. Tu es bien élégant pour une réunion de famille, a-t-elle dit. C'est un jour important, ai-je répondu. Et ça l'était. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et dis-moi si tu penses qu'une confrontation publique est une bonne idée. Ils sont arrivés à 15 heures, comme demandé, l'un après l'autre. Thomas et Manon ensemble, en veste de printemps, la curiosité dans les yeux. Puis Claire, la sœur de Sophie, avec un bouquet de tulipes, parce que ça fait toujours plaisir d'apporter quelque chose dans ces occasions. Mes collègues, Robert et Paul, en chemise, comme s'ils pensaient assister à une présentation professionnelle. Le notaire est arrivé en dernier, sa mallette sous le bras, calme et professionnel. Sophie était déjà là, assise au premier rang, le sourire un peu raide, les mains jointes sur les genoux. Je l'ai vue inspecter la salle, regarder les panneaux recouverts d'un tissu blanc, la table avec les documents, le projecteur qui affichait un écran vide. « Il se passe quelque chose ?» a chuchoté Claire en s'asseyant à côté de sa sœur. « Je ne sais pas », a répondu Sophie. Pierre a dit qu'il voulait parler du fonds pour Léo. Quand tout le monde a été assis, je me suis levé. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient déstables. J'avais répété ça des centaines de fois dans ma tête. Je savais quoi dire et comment le dire. « Merci d'être venu », ai-je commencé. Je sais que c'est une réunion inhabituelle, mais je voulais que vous soyez témoin de quelque chose d'important, quelque chose qui concerne l'avenir de mon fils. Et la vérité. Sophie me regardait avec inquiétude. Elle commençait à comprendre que ce n'était pas une réunion ordinaire. Depuis 15 mois, ai-je continué, des virements réguliers partent de notre compte joint familial. 400 € par mois, vers un fonds éducatif pour Léo, un fonds censé assurer son avenir. J'ai fait un signe de tête au notaire. Maître Zawadzki confirmera dans un instant l'authenticité de tous les documents que vous allez voir. Il n'y a rien d'inventé ici. Juste des faits. Je me suis approché du premier panneau et j'ai retiré le tissu blanc. La chronologie. 15 mois de virement. Date, montant, numéro de compte. Tout en couleur, lisible, irréfutable. Chaque 10 du mois. Régulièrement. 6 000 € en 15 mois. Pris sur nos économies communes. Le silence était épais. J'ai vu Thomas se pencher en avant, Claire froncer les sourcils, Robert chercher ses lunettes pour mieux voir. Je suis passé au deuxième panneau. J'ai retiré le tissu, les documents, l'acte notarié, les noms clairs, noir sur blanc, Sophie Durand et Martin Dubois. Le fonds a été créé par 2 personnes, ai-je dit lentement, distinctement. Ma femme, Sophie, et Monsieur Martin Dubois. Je ne suis pas titulaire de ce fonds. Je n'en suis pas le tuteur. Je n'étais pas au courant de son existence avant mars dernier. Sophie est devenue blême. Je l'ai vue même du fond de la salle. Ses mains se sont crispées sur le bord de sa chaise. « Pierre » a-t-elle commencé, mais sa voix s'est brisée. « Ne m'interromps pas, s'il te plaît » ai-je dit doucement. « Laisse tout le monde voir. » J'ai montré les mails. L'extrait de correspondance. Pour nous et pour le petit. L'adresse, rue du Commerce. Claire s'est levée. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-elle demandé en regardant sa sœur. « Sophie, c'est qui ce Dubois » Sophie restait muette. Des larmes ont rempli ses yeux, mais elle n'a rien dit. Je suis passé au 3e panneau. La carte, les 3 points, le fil rouge. Cet endroit, ai-je pointé du doigt la rue du Commerce, c'est l'adresse donnée dans le contrat du fonds. L'adresse de Monsieur Martin Dubois. J'y suis allé. J'ai pris des photos, j'ai vérifié. C'est un véritable appartement, une personne réelle. Le notaire s'est levé. Je peux confirmer, dit-il d'une voix sèche comme du papier, que l'acte que vous voyez sur ce panneau est authentique. Les signatures ont été certifiées par notaire en mai de l'année dernière. Les 2 parties étaient présentes et conscientes de l'accord qu'elles signaient. Manon a mis la main devant sa bouche. Thomas regardait Sophie comme une étrangère. Robert et Paul ont échangé un regard.
Il s'y connaissait en documents. Il savait que c'était impossible à falsifier. Je suis retourné à la table. J'ai sorti la lettre que j'avais écrite. Je l'ai lue à voix haute, mot pour mot, sans émotion, comme un communiqué. Sans accusation, sans amertume, juste les faits. Quand j'ai eu fini, personne n'a parlé. La salle était remplie d'un silence que je n'avais jamais entendu. Un silence qui pèse comme du béton. Je ne vous ai pas réunis pour mettre la pression sur Sophie, ai-je dit, ni pour l'humilier. Je vous ai réunis parce que la vérité mérite des témoins, parce que mon fils mérite un avenir qui ne soit pas construit sur un mensonge. J'ai posé 2 documents sur la table. Ceci est un accord de séparation, préparé par un avocat, juste, sans vengeance. Partage équitable des biens, garde partagée de Léo, en tenant compte de son bien-être. Sophie pleurait silencieusement maintenant, la tête dans les mains. Et ceci, j'ai posé le second document, c'est le transfert du fonds éducatif à mon nom exclusif. Le fonds continuera d'exister. Il continuera d'assurer l'avenir de Léo. Mais il sera sous ma seule tutelle. Aucun étranger n'y aura accès. Le notaire a hoché la tête. Si Madame Durand signe ces 2 documents, le fonds sera transféré conformément à la loi. Si elle refuse, le fonds sera dissous et l'argent retournera sur le compte de Monsieur et Madame Durand. Claire s'est levée, s'est approchée de sa sœur, lui a posé la main sur l'épaule. « Sophie, dit-elle doucement, c'est vrai? Tu as vraiment fait ça ?» Sophie a relevé la tête. Son visage était trempé de larmes, ses yeux rouges. « Je ne voulais pas, a-t-elle commencé. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah non? Ai-je demandé calmement. C'était comment alors? Parce que moi j'ai des documents. Toi tu as quoi? Elle s'est tue. Il n'y avait rien à dire. Les chiffres ne mentent pas. Les signatures non plus. Thomas s'est levé, est venu vers moi, m'a mis la main sur l'épaule. Je suis désolé, mon vieux, dit-il à voix basse. C'est... Putain, je ne sais pas quoi dire. Pas besoin, ai-je répondu. Ça suffit que tu aies été là, que vous ayez tous été là. Manon s'est approchée de Sophie. Tu dois signer, dit-elle. Pour Léo. Si tu l'aimes, signe. Sophie a fixé les documents un long moment, puis elle a pris le stylo. Le notaire lui a tendu la première feuille, l'accord de séparation. Elle a signé, puis la seconde, le transfert du fonds. Elle a signé aussi. Le notaire a apposé son sceau. Les accords sont valides, dit-il, conformes à la loi. Sophie s'est levée. Elle a voulu dire quelque chose, mais a juste secoué la tête. Elle est sortie de la salle. La porte a claqué. Claire a couru derrière elle. Nous sommes restés à 5. Robert s'est approché du panneau regardant les documents. « Belle préparation », a-t-il dit. « Vraiment. C'était professionnel. Il le fallait, ai-je répondu. Sinon personne n'aurait cru. Manon a rassemblé ses affaires. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle, n'importe quoi fais-nous signe. On est avec toi. Je sais, ai-je hoché la tête. Merci. Ils sont sortis un par un. Le notaire en dernier. Les documents dans sa mallette, tout officiellement terminé. Je suis resté seul. La salle était vide, les panneaux contre le mur, les chaises rangées. Je les ai regardés une dernière fois. La vérité avait été mise sur la table. Les témoins avaient vu, les documents étaient signés. Il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction. Juste le silence après la tempête, et le sentiment d'avoir fait ce que je devais. Pour mon fils, pour moi, pour la vérité. Je suis sorti de la salle. Dehors, Paris faisait son travail. Les tramways roulaient. Les gens se dépêchaient de rentrer chez eux. Le soir tombait lentement sur la ville. J'avais les documents signés dans ma mallette. J'avais l'avenir de mon fils sécurisé. J'avais des témoins qui avaient tout vu. C'était suffisant. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et écris ce que tu ressentirais en étant témoin d'une telle scène. Le lendemain matin a commencé avec un ciel sans nuages. Si pur comme si quelqu'un l'avait lavé. La lumière entrait par la fenêtre de la chambre vive et claire et dessinait des bandes sur le parquet. Je me suis réveillé à 6 heures, bien que le réveil soit réglé sur 8 heures. Sophie dormait à côté, sur le bord du lit, le dos tourné. Elle ne s'était pas approchée de moi de toute la nuit. Je me suis levé doucement pour ne pas la réveiller. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café. Je me suis assis à table et j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'éveillait lentement. Les premiers tramways, les premières lumières aux fenêtres. Quelqu'un sortait son chien.
Quelqu'un courait à la boulangerie. Je savais ce que je devais faire. Ça ne servait à rien de prétendre qu'on pouvait réparer quelque chose d'aussi profondément brisé. On ne recolle pas de la porcelaine éclatée en 1000 morceaux. On peut seulement ramasser ce qui est important et continuer. J'ai pris une valise dans l'armoire. Une petite, grise, à roulettes. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Des vêtements pour 5 jours, une trousse de toilette, l'ordinateur portable, le chargeur, les documents. Tout ce dont j'avais vraiment besoin. Je ne partais pas à la guerre. J'allais à l'hôtel, puis dans un appartement meublé que j'avais déjà trouvé sur Internet. Léo dormait encore dans sa chambre. J'y suis entré sans bruit. Je me suis tenu près de son lit et je l'ai regardé, ses petits poings serrés, ses joues chaudes, sa respiration régulière. Une telle confiance d'enfant, si totale. Il ne savait pas que son monde était en train de changer, que papa déménageait, que maman avait pleuré toute la nuit, que la famille qu'il connaissait n'existait plus sous la même forme. Je me suis penché, je l'ai embrassé sur le front. J'ai murmuré « Tout ira bien, mon trésor ». Je te le promets, je lui ai laissé une lettre. Sur son bureau, à côté des crayons de couleur et des livres. Une lettre pour un enfant de 4 ans, écrite avec des mots simples. « Mon Léo chéri, papa doit vivre dans un autre endroit pendant quelque temps. Mais on va se voir très souvent. On ira manger des glaces, au parc, au cinéma. Je te lirai des histoires au téléphone avant de dormir. N'oublie pas que papa t'aime plus que tout au monde. Et il t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Papa. » J'ai joint une petite photo à la lettre, nous deux sur une balançoire, prise cet été, riant tous les deux. Pour qu'il se souvienne, pour qu'il ait quelque chose de tangible. Dans la cuisine, j'ai laissé une deuxième lettre. Pas pour Léo, pour Sophie. Mais ce n'était pas une lettre de reproche, d'amertume, de « comment as-tu pu » ou « pourquoi ». Elle était pratique, comme tout ce que je faisais dernièrement. Sophie, je pars ce matin. Je laisse les clés sur le comptoir, si jointe un planning. Quand je viendrai chercher Léo, quel jour je suis libre, où nous nous verrons. Je propose la moitié de la semaine chez toi, l'autre chez moi, dès que j'aurai un appartement fixe. Pour l'instant, j'ai loué une chambre à Ménilmontant, adresse ci-dessous. Le prêt immobilier, je continuerai à payer ma part, directement à la banque. Les charges de l'appartement, divisées en 2, virement le 1er du mois. Pension alimentaire pour Léo. Je propose 500 € par mois, virement le 10. C'est plus que le minimum, je veux qu'il ne manque de rien. Le fonds éducatif est maintenant uniquement à mon nom, comme tu l'as vu hier. Je continuerai à mettre de l'argent de côté sur le compte de Léo pour ses études. Je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas que Léo souffre. Je veux juste de l'ordre. Et que tu saches que je n'oublierai pas, mais que je ne me vengerai pas non plus. Je ne ferai juste pas semblant que rien ne s'est passé. Sans signature. Sans cordialement. Sans « je t'ai aimé ». Juste des faits. J'ai posé les clés à côté de la lettre. 2 petites clés argentées qui ouvraient la porte de cet appartement. Elles n'étaient plus à moi. Plus de la même manière. À 8 heures, Sophie est sortie de la chambre. Elle m'a vu dans l'entrée, en veste, avec ma valise. Elle a regardé les clés sur la table, la lettre. « Alors, c'est le moment », dit-elle doucement. « Oui », ai-je répondu. « C'est le moment. Je suis désolé », a-t-elle murmuré. « Vraiment désolé. Je ne voulais pas... » « Je sais, l'ai-je coupé. Mais ça ne change rien. Les excuses n'effaceront pas 15 mois. N'effaceront pas le fait que tu planifiais un avenir avec quelqu'un d'autre. N'effaceront pas le fait que notre fils faisait partie de ce plan. Elle s'est tue. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle n'essayait plus de les essuyer. « Tu seras une bonne mère pour Léo, » ai-je dit. « Tu l'as toujours été. Mais je ne peux plus rester ici. Je ne peux pas faire semblant. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais lui dire ?» a-t-elle demandé. La vérité, en version pour enfants, que papa et maman s'aimaient, mais que maintenant ce sont des amis, qu'ils l'aiment tous les deux, que rien ne change dans ce qui est le plus important. Et s'il demande pourquoi, tu diras que les adultes se séparent parfois, et que ce n'est pas de sa faute, et qu'on l'aimera ensemble, mais depuis 2 endroits différents. Elle a hoché la tête, a essuyé ses yeux du revers de la main. Je le vois mercredi, ai-je dit. À 16 heures. Je viendrai le chercher, on ira au parc. Tout est dans la lettre que j'ai laissée. D'accord, a-t-elle murmuré. J'ai pris ma valise. J'ai ouvert la porte. Je me suis arrêté sur le seuil. Sophie, ai-je dit, sans me retourner.
Je ne te déteste pas. Je ne dirai pas de mal de toi, Léo. Je n'essaierai pas de te détruire. Mais je ne reviendrai jamais. C'est une ligne que je ne franchirai pas. Je comprends, a-t-elle répondu. Je suis sorti. La porte s'est refermée doucement derrière moi sans claquer. J'ai pris l'ascenseur. Je suis sorti dans la rue. Il faisait frais, mais pas froid. Le printemps essayait de s'installer, même s'il n'y arrivait pas encore tout à fait. Je me suis arrêté à l'arrêt de tram. J'ai levé les yeux vers les fenêtres de notre appartement. 3e étage, 4e fenêtre en partant de la gauche. Sophie était là et regardait en bas. Elle m'a vu. Elle a levé la main comme pour me dire au revoir, mais l'a laissé retomber à mi-chemin. Je n'ai pas répondu à son geste. Je me suis juste retourné et je suis monté dans le tram. J'ai traversé la ville, qui ne demandait rien. Paris se fichait que je vienne de quitter ma femme, que je déménage, que ma vie se soit brisée en deux. La ville continuait de vivre. Les gens montaient et descendaient, parlaient au téléphone, lisaient les journaux, regardaient par la fenêtre. Je tenais ma valise sur mes genoux et je pensais à quel point la vie change en quelques mois. Comment on peut tout perdre et en même temps gagner quelque chose qu'on ne s'attendait pas à gagner. Le respect de soi, la certitude de ne pas avoir plié, de ne pas avoir fait semblant, d'avoir tracé une ligne et dit « jusqu'ici, pas plus loin ». Je suis descendu à Ménilmontant. J'ai trouvé l'adresse, un vieil immeuble, récemment rénové, avec une porte verte. La propriétaire m'attendait devant l'entrée. Une dame âgée, à lunettes, avec un sourire chaleureux. « Monsieur Pierre ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. La chambre est au 2e étage. Petite, mais confortable. Électricité et Internet inclus. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Merci, ai-je dit. Nous avons monté les escaliers. La chambre était en effet petite. Un lit, un bureau, une armoire, une petite table. Une fenêtre donnant sur une cour où poussait un vieil arbre. Simple, soigné, propre. Ça va aller, ai-je dit, plus pour moi que pour elle. Certainement, a-t-elle souri. Vous avez l'air de quelqu'un qui va s'en sortir. Quand elle est partie, j'ai défait ma valise. J'ai suspendu mes vêtements dans l'armoire, posé l'ordinateur sur le bureau, rangé les documents dans le tiroir. Tout a trouvé sa place. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre. L'arbre se balançait doucement dans le vent. Ses branches commençaient à peine à bourgeonner. Bientôt ce serait avril, puis mai. Bientôt Léo aurait 5 ans. La vie continuait, et moi aussi. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait appris les bonnes manières. Je n'écrivais pas l'histoire de ma vie en point d'exclamation. Je l'écrivais en ligne droite, certifiée et signée, avec un avenir construit sur quelque chose de plus solide que des promesses, sur la vérité. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et dis-moi ce que tu penses de la fin de cette histoire. Merci pour votre attention. Ce fut l'histoire d'une confiance brisée et d'une dignité qui a survécu, de chiffres qui ne mentent pas et d'un homme qui n'a pas laissé le mensonge gagner. Si quelque chose vous a touché, laissez un commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. À la prochaine.